partiel est subie. 60% d'entre ces salariés souhaitent une augmentation de leur temps de travail, soit 29 000 personnes. Et parmi les 40% restants, nombre d'entre elles s'autocensurent, considérant qu'elles n'ont peu de Derrière ces moyennes se cachent aussi de gros écarts. Les femmes non diplômées, les employés et les femmes étrangères subissent plus souvent que les autres le temps partiel. Le pic de la proportion des femmes à temps partiel se situant entre 35 et 44 ans. Selon une étude du Conseil économique et social, les secteurs d'activité les plus touchés sont les services aux entreprises et les services aux personnes, le nettoyage, la distribution, le commerce, l'hôtellerie-restauration, mais également les collectivités locales. Côté salaire, 50% des salariés à temps partiel percevraient moins de 800 €. Or, l'ensemble des droits sociaux, la retraite bien sûr, mais aussi les indemnités journalières, dont le congé maternité, sont calculés sur cette base. Et selon des données INSEE de 2009, 33% des foyers monoparentaux, environ 1 600 000, essentiellement des femmes avec enfants, disposent de revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Parmi elles, des femmes actives, souvent victimes de bas salaires, des temps partiels contraints, morcelés et peu rémunérés. On comprend alors comment les femmes, particulièrement celles qui assument seules les charges de leurs enfants, forment la catégorie des personnes les plus pauvres de notre pays. Ces données sont connues, mais il nous faut maintenant engager des changements concrets. Ces questions sont à l'articulation de plusieurs ministères, dont le vôtre, Madame la ministre des Droits des Femmes, et je souhaiterais savoir comment vous vous engagez et comment vous allez suivre ce chantier transversal attendu par une grande partie de la population qui travaille, mais qui ne s'en sort pas. Merci. Je vous remercie, chers collègues. Pour la réponse, la parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, porte-parole du gouvernement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Meunier. Merci de mettre le doigt sur un sujet absolument crucial lorsqu'on s'intéresse à l'égalité professionnelle et aux réponses à apporter aux écarts toujours aussi importants dans notre pays. C'est un sujet absolument crucial que le temps partiel, et en particulier le temps partiel subi, dans lequel sont surreprésentées, vous l'avez dit, les femmes. C'est un sujet qui a été longtemps oublié des politiques publiques. Ça fait partie de ces angles morts. On ne s'est pas suffisamment intéressé à la question de la surreprésentation des femmes dans certaines filières d'activité caractérisées par leur précarité, comme vous l'avez dit, ou encore de cette présence dans le temps partiel. Or, qui dit temps partiel, évidemment, dit rémunération partielle, dit d'ailleurs cotisation partielle pour la retraite, et donc le triple peine d'une certaine façon. Aujourd'hui, quand vous regardez l'écart moyen de rémunération entre les hommes et les femmes, vous prenez conscience que la moitié de cet écart, près de 14%, s'explique par le recours au temps partiel chez les femmes, qui les met dans une situation de grande précarité. Et cette situation n'a cessé de se dégrader. Vous savez, la France ne connaissait quasiment pas le temps partiel au début des années 80. C'était 1,5 million de femmes qui étaient embauchées sous cette forme en 1980. Et 30 ans plus tard, elles sont quasiment 4 millions, 3,7 millions. Soit un tiers de l'emploi féminin. Alors, il est toujours intéressant de regarder comment d'autres pays autour de nous ont pris à bras-le-corps cette problématique. Je crois que nous avons en France une spécificité qui est notamment liée à l'inégale répartition des tâches domestiques entre les hommes et les femmes, sur laquelle il va falloir travailler une fois pour toutes. Pour ce qui est, je reviendrai plus tard sur cette inégale répartition des tâches, pour ce qui est du temps partiel en particulier, nous avons décidé avec les partenaires sociaux réunis dans la grande conférence sociale de juillet dernier que c'était un sujet sur lequel ils pouvaient négocier. Ils s'y sont engagés dès le 21 septembre dernier. Ils doivent nous remettre leurs conclusions au mois de mars prochain. Avant le 8 mars, se sont-ils engagés pour réussir à la fois à mieux protéger ces femmes en temps partiel, notamment celles d'entre elles qui sont en très petit temps partiel et qui n'ont pas accès à un certain nombre de droits sociaux et notamment les indemnités journalières, donc meilleure protection,
pour aussi sanctionner les entreprises qui abusent dans le recours au temps partiel, car on sait que les abus existent, pour enfin favoriser, plus que ça n'est le cas aujourd'hui, le passage du temps partiel au temps complet. Et là encore, un certain nombre de dispositions législatives pourront être prises dans ce sens. Sachez que sans attendre les conclusions des partenaires sociaux, nous organiserons le 19 novembre prochain ce que nous appelons une conférence de progrès sur le temps partiel qui, sur plusieurs branches professionnelles, permettra d'aborder cette problématique et d'y apporter déjà quelques réponses. Je vous remercie. Vous disposez d'une minute pour la réplique. Merci Madame la Ministre pour ces éléments de réponse. Et pour poursuivre, je souhaiterais aussi dire qu'il serait intéressant de ne pas forcément rester auto-centré sur ces questions-là en France, mais regarder aussi au niveau de l'Europe. Et là, je voudrais saluer donc l'expression publique que vous avez exprimée au nom de la France par le projet de directive européenne soutenu par Madame Viviane Reding, qui renforce le nombre de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. J'y vois là aussi un engagement de changement pour nous et pour le bon nombre de nos concitoyens et concitoyennes. Je vous remercie. Je vous remercie également, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Brigitte Gonthier-Morin pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Nous avons des préoccupations partagées. Oui, le temps partiel a un genre et il est féminin. Or, nous savons que ce temps partiel est un paramètre clé des inégalités salariales et professionnelles. Il pèse en effet pour un peu plus d'un tiers dans un écart entre les salaires des femmes et ceux des hommes qu'on évalue à près de 27%. Ce n'est pas seulement un angle mort. Le temps partiel s'est massivement développé au cours des 20 dernières années sous l'impulsion de politiques qui l'ont rendu attractif pour les employeurs par des abattements de cotisations sociales et parce qu'il permettait davantage de flexibilité dans la gestion de la main-d'œuvre. Souvent présenté comme un moyen de permettre une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, le temps partiel est dans la réalité bien davantage subi que choisi. Avec ses horaires morcelés, ses délais de prévenance très courts, son régime de coupure, il ne facilite pas l'articulation entre les différents temps de vie. S'appliquant en outre à des emplois peu qualifiés et par conséquent mal rémunérés, il vient gonfler des cohortes de femmes travailleuses pauvres. Il faut donc revoir son encadrement. Plusieurs pistes ont été proposées à la délégation aux droits des femmes dans le cadre des auditions qu'elle mène cette année sur le thème Femmes et travail. Majoration salariale pour l'ensemble des heures complémentaires effectuées, révision au niveau des exonérations sociales, conditions de réversibilité du temps partiel vers le temps plein, accès à la formation aux droits sociaux, amélioration par un meilleur encadrement de la durée des intervalles pris entre les prises de poste ou des délais de prévenance. La négociation collective peut, sur certains de ces points, apporter des améliorations significatives, mais d'autres appellent une révision du cadre législatif. Je souhaiterais, Madame la Ministre, que vous nous indiquiez la feuille de route du gouvernement. Vous l'avez en partie entamée à l'instant, mais peut-être pourrez-vous développer plus avant ce qui nous a été déjà dit sur un sujet qui intéresse un très grand nombre de nos compatriotes qui comptent parmi les plus touchés par la précarité et la pauvreté. Merci. Pour la réponse, vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, je crois que ce n'est pas un hasard si vous posez toutes les deux une question sur le temps partiel. C'est que vous avez conscience, en effet, que c'est l'un des motifs de précarité dans la vie économique, dans le monde du travail, les plus importants des femmes aujourd'hui, et que cette situation est particulièrement difficile à vivre, en effet, pour celles d'entre elles qui sont en plus à la tête de familles monoparentales, car on constate de fait que souvent les deux sont liés. Or, c'est vrai qu'il est un argument qui est souvent utilisé par ceux qui cherchent à minimiser cette problématique du temps partiel subi, qui est, mais beaucoup du temps partiel est un temps partiel choisi, notamment pour des raisons de meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, pour pouvoir gérer le foyer, pour dire les choses rapidement.
Vous avez raison, et il faudra le faire haut et fort, de souligner que très souvent le temps partiel tel qu'il existe aujourd'hui pour les femmes est un temps partiel qui les empêche d'avoir une vie personnelle, les empêche d'avoir une vie familiale, parce que c'est un temps partiel qui s'accompagne d'horaires atypiques, imprévisibles, et qui les fait souffrir et les tiraille en réalité, plus qu'il ne leur permet de répondre à cette articulation des temps. Alors, oui, je vous suis sur la nécessité, en effet, de sanctionner les entreprises qui abusent. C'est vrai que ces dernières décennies, on a beaucoup laissé les entreprises recourir avec un certain nombre d'avantages à ce type de temps, et notamment le statut des heures complémentaires est une vraie difficulté. Il faudra le revaloriser, faire en sorte que ces heures soient considérées un peu comme les heures supplémentaires du temps plein, tout simplement. Et c'est l'un des sujets sur lesquels travaillent donc les partenaires sociaux que j'évoquais tout à l'heure. La question de la meilleure prévisibilité des horaires et d'une plus grande amplitude de ces horaires se pose également, tout comme se pose la question peut-être d'un nombre minimal d'heures de travail, puisque je le disais tout à l'heure, alors ce taux minimal, ce nombre d'heures minimal sera sans doute à voir branche par branche, car il est impossible de plaquer une même solution pour l'ensemble des branches professionnelles qui ne sont pas dans la même situation. Mais ce qui n'est plus possible, c'est d'avoir en effet un temps si petit qu'il ne donne pas accès à certains droits sociaux. Les partenaires sociaux, je le disais, sont invités à négocier sur le sujet. Ça ne veut pas dire que l'État se décharge de ses responsabilités, entendons-nous bien. Comme sur l'ensemble des négociations dont ont été saisis les partenaires sociaux, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ces sujets qui nous semblent fondamentaux, évidemment l'État prendra ses responsabilités. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, mais je n'ai pas vraiment eu le temps de développer, sans attendre en effet le 19 novembre prochain, un moment important qui est cette conférence de progrès sur le temps partiel, pendant laquelle nous aborderons les pratiques de toutes ces entreprises et de toutes ces branches d'activité qui recourent fortement au temps partiel, mais les pratiques aussi des donneurs d'ordre. Parce que prenez une branche comme la propreté, typiquement. Certes, c'est parce que l'entreprise va pratiquer des horaires atypiques qu'ils existeront, mais c'est aussi parce que les donneurs d'ordre, parfois, ce sont des collectivités locales ou l'État lui-même, une personnalité publique, qui vont réclamer que les agents de propreté viennent très tôt le matin avant que les agents n'arrivent. Et ça, il faut y mettre un terme. Et donc, ça relève de la responsabilité aussi bien de l'employeur directement que des donneurs d'ordre. Je vous remercie, Madame la Ministre. Je sais que le temps est court. Pour la réplique, la parole est à Madame Laurence Cohen. Oui, merci beaucoup Madame la Ministre, parce qu'effectivement, je crois que ces emplois à temps partiel se sont développés et ont été facteurs de généraliser la précarisation dans le monde du travail, et ce sont les femmes qui en ont été les premières victimes. Je crois que c'est très important ce que vous venez de souligner, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des prérogatives des partenaires sociaux, besoin de négociation, mais il y a le rôle fondamental de l'État, parce que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes relève du législatif et c'est inscrit dans la Constitution, donc c'est à nous de le faire appliquer. Donc c'est la première chose qui me semble très importante à redonner. Et la deuxième chose, je crois que concernant justement ce temps partiel qui ne fait que se développer, il faudrait faire en sorte que les entreprises puissent avoir des charges patronales qui soient équivalentes quand elles utilisent des temps pleins ou des temps partiels. Et je parle évidemment de grosses entreprises qui en abusent. Voilà, merci. Je vous remercie, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Aline Archimbaud pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre et chers collègues, nous le savons, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes stagne depuis le milieu des années 1990 et reste à niveau de compétences, de diplômes et de responsabilités égales, au niveau très élevé et inadmissible, en moyenne de 27%. Les femmes représentent 83% des emplois à temps partiel et occupent 60% des postes en CDD. La question du traitement de la parentalité dans le contexte professionnel est centrale dans la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes, car si seulement 6% des hommes vivent un changement dans leur situation professionnelle lors de l'arrivée d'un enfant, c'est le cas pour près de 40% des femmes. Il faudrait donc inciter les hommes à investir la sphère privée afin que les femmes puissent investir
la sphère publique et professionnelle davantage. Les ajustements entre travail et vie familiale incombent majoritairement aux femmes et cela influe sur leur parcours professionnel. Ainsi, la discontinuité des carrières des femmes s'explique notamment par le fait qu'elles assument 80% des tâches domestiques, ce qui représente sur une année 19 semaines de travail en plus. Pour aider leurs salariés à mieux articuler vie professionnelle et vie familiale, plusieurs types de mesures sont essentiellement mises en œuvre par les entreprises, prestations en nature, avantages financiers parfois, et quelques mesures de souplesse horaire. Madame la ministre, comment comptez-vous encourager les entreprises à mieux prendre en charge la parentalité? Que pensez-vous en particulier et par exemple de la proposition faite par un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales de réformer le congé de maternité, actuellement de 16 semaines, en le découpant en un congé de maternité de 12 semaines pour la mère, suivi de 4 semaines de congé pour l'accueil de l'enfant, qui serait pour le père et pour la mère, non fractionnable et non transférable entre les deux parents. Ceci permettrait au père de s'impliquer davantage dans la vie domestique et familiale et cela instaurerait un véritable partage de la responsabilité parentale. Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, porte-parole du gouvernement, vous avez la parole pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Archimbaud, merci pour cette question qui me permet du coup de compléter mon propos de tout à l'heure, puisque je disais que beaucoup de choses étaient liées évidemment à l'inégale répartition des tâches à la maison. Je commencerai peut-être par dire que ce qui m'amuse beaucoup, c'est que depuis que je suis donc dans ce ministère en charge des droits des femmes et que je discute notamment avec les plus jeunes générations de ces inégalités persistantes entre les hommes et les femmes, on a tendance à me répondre, mais tu sais, les choses s'améliorent quand même. Moi, dans mon couple, nous qui sommes trentenaires, c'est très différent de nos aînés et il y a une forme d'égalité dans la répartition des tâches. Et en fait, je vous invite, pour tous ceux qui croient encore à cela, je vous invite à prendre connaissance de toutes les études sur le sujet qui démontrent que, comme vous l'avez vous-même souligné, si en effet au début de la formation du couple vous avez une certaine égalité dans la répartition des tâches, dès qu'arrivent les enfants et notamment le troisième des enfants, eh bien on se retrouve avec le 80% des tâches effectuées par les femmes. Et d'ailleurs il y a un chiffre qui est très intéressant pour illustrer ce que je viens de dire, c'est le taux d'activité des femmes qui ont 2 enfants. Dont un de moins de 3 ans, donc 2 enfants dont un en bas âge. Ce taux d'activité est de 67% contre 97% pour les hommes. Donc on voit bien que quand même ça pose un certain nombre de difficultés. Alors au moment de la conférence sociale que j'évoquais tout à l'heure, avec les partenaires sociaux, on a essayé de se mettre d'accord sur ces questions de congés familiaux. Et on a abouti au moins à 3 principes sur lesquels je veux revenir parce qu'ils répondront à vos questions. Le premier, c'est qu'il me semble absolument essentiel de maintenir et de sanctuariser le congé maternité, qui est un congé spécifique pour la mère de 16 semaines, dont 8 semaines obligatoires, comme c'est prévu dans le droit actuel. D'ailleurs, j'en profite pour dire que nous prenons un certain nombre d'initiatives pour relancer la négociation sur la directive européenne congé maternité, dont vous savez qu'elle est bloquée au niveau communautaire et nous voudrions qu'elle soit relancée. Je pense aussi que le retour des femmes de leur congé maternité pourrait sans doute être plus protégé qu'il ne l'est actuellement, puisque dans le droit actuel, vous savez que les femmes, pendant 4 semaines, ne peuvent pas se faire licencier 4 semaines après leur retour de congé maternité. Sans doute pourrions-nous élargir un petit peu ce délai après le retour. C'est un délai qui me semble trop court. Deuxième chose importante, il faut inciter davantage les hommes à prendre le congé paternité qu'ils ne le font aujourd'hui. Tous les moyens seront les bons. Incitation, faut-il aller jusqu'à l'obligation? C'est une question que nous nous posons sérieusement, mais en tout cas, il faut les inciter. Troisième principe sur lequel nous nous sommes arrêtés, le congé parental, celui de longue durée, qui peut aller jusqu'à 3 ans, et pose des difficultés parce qu'il constitue une trappe à inactivité à certains égards pour les femmes qui se retrouvent éloignées trop durablement du marché du travail et qui ont du mal à y revenir. Comment faire pour mieux accompagner ces femmes pendant leur congé parental, par le biais de formation notamment, c'est ce que nous expérimentons dans certaines régions. Comment faire surtout
pour que les hommes prennent une partie de ce congé parental. C'est ce que nous avons demandé aux partenaires S'il vous de plaît, réfléchir. Madame la Ministre, Et je pense que je terminerai ma réponse à l'occasion d'une autre question. Mais vous voyez que tous ces sujets sont évidemment en discussion, mais que tous ces sujets sont étroitement liés aussi au nombre de places d'accueil collectif que nous pourrons créer pour l'accueil des jeunes enfants. Ça passe par les crèches, ça passe par les crèches entreprises ou interentreprises, et puis les assistantes maternelles. Bien, Madame Aline Archambault pour la réponse. Je vous remercie de votre réponse, Madame la Ministre. Je pense en effet, compte tenu de la situation que nous connaissons et que vous avez à nouveau souligné, des inégalités qui persistent, importantes, il faut encourager les dispositifs qui permettent que les femmes et les hommes aient la même chance, parce que je pense que c'est une chance, de développer à la fois leur vie professionnelle, de vivre leur vie familiale de manière équilibrée et d'élever leurs enfants de manière partagée. C'est, je crois, le sens des propositions qui sont faites, sans toucher, de fait, aux 16 semaines de congé de maternité. Simplement, le complément qui est proposé, c'est d'ajouter en fait 15 jours aux 11 jours de congé qui existent déjà pour les pères, de façon à ce qu'on ait pour chacun des deux un mois. Et je pense que sur le plan aussi bien culturel, des mentalités, que de la qualité de la vie dans les entreprises, et donc sur un plan plus structurel, nous aurions tous et toutes à y gagner. Concluez, chers collègues. Je souhaiterais faire d'abord un petit rappel. Essayez de respecter vos temps de parole, sinon vos collègues ne pourront pas bénéficier du temps d'antenne qui aurait pu leur être accordé. La parole est maintenant à Madame Françoise Laborde pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est notamment grâce à Yvette Roudy en 1983 que la bataille législative contre les inégalités professionnelles a été engagée dans notre pays et après 26 ans, nous sommes ravis d'avoir avec vous un ministère de plein exercice. À ce stade, multiplier les dispositifs législatifs contraignants ou incitatifs n'est sans doute plus le plus urgent. Il faudrait déjà appliquer l'existant. Les efforts déployés n'ont pas suffi à briser le plafond de verre, cet ensemble d'obstacles qui empêchent les femmes d'accéder aux plus hautes responsabilités professionnelles. Comment lever les freins qui maintiennent une représentation sociale inégalitaire du rôle des femmes dans notre pays ? À cette question, Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités, répond « Au moment de l'arrivée dans le monde du travail, il est déjà trop tard. » Je partage son diagnostic. Le concours de l'entrée à l'ENA illustre cette discrimination positive en faveur des hommes. Entre 2006 et 2010, 45,5% des candidats au concours externe étaient des femmes, alors qu'après le grand oral, elles ne formaient plus que 34,5% des admis. Une ancienne présidente du jury tente une explication. Les garçons sont dès à l'école primaire plus couramment interrogés et mis en confiance à l'oral que les petites filles, invitées à se tenir discrètement dans la réserve. Madame la ministre, ce sont bien les stéréotypes qui déterminent la représentation sociale du rôle des femmes. Pour les faire tomber, nous devons les combattre à la source et inculquer à tous les enfants le principe d'égalité entre les filles et les garçons. Le chantier de refondation lancé par le ministre de l'Éducation nationale en est une formidable occasion. Deux grands axes doivent être privilégiés pour y réussir, la refonte complète du parcours d'orientation des élèves tout au long de la scolarité et l'introduction d'un module pédagogique spécifique dans le cursus de formation des enseignants. C'est pourquoi, Madame la Ministre, avec les membres du groupe RDSE, je vous demande quelles propositions concrètes vous comptez faire au ministre de l'Éducation nationale pour aller en ce sens. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Laborde, merci pour cette question qui me donne l'occasion de revenir en effet sur le travail que nous avons d'ores et déjà entrepris avec Vincent Peillon et le ministère de l'Éducation nationale, puisque je vais évidemment dans le sens de votre diagnostic. Les choses commencent dès le plus jeune âge et c'est donc dès le plus jeune âge qu'il faut agir sur elles, qu'il faut agir sur les mentalités, les stéréotypes, les représentations
qui cantonne les femmes et les hommes, les filles et les garçons à des rôles bien spécifiques et souvent inégalitaires. Donc dès le plus jeune âge, il s'agit non pas de remettre en cause le fait qu'une fille est une fille et un garçon est un garçon. Oui, il y a une différence en effet entre les sexes, mais cette différence, j'allais dire, physiologique n'est pas une raison à créer des inégalités qui vont trop souvent de pair aujourd'hui avec la dite différence. Et en particulier, il n'y a pas de raison, dès le plus jeune âge, de n'apprendre aux petites filles à développer que certaines qualités ou de ne leur apprendre à rêver que de certaines professions et de réduire, de restreindre ainsi leur panel de perspectives et de réflexion qui est de fait bien plus contraint que celui des hommes. On le voit notamment au moment de l'orientation quand se dessinent les destins professionnels et on le retrouve plus tard lorsque la moitié des femmes actives sont finalement concentrées sur 12 familles professionnelles sur 87 en tout. Donc il y a quand même une difficulté qu'il nous faut prendre à bras le corps. Apprendre l'égalité, ça se fait pour les enseignants, car ça n'a rien de simple que de déconstruire les stéréotypes avec lesquels on vit toute la journée. Dans la formation des enseignants qui sera prévue dans la loi rénovation de l'école, il y aura donc ce module de déconstruction des stéréotypes pour les enseignants, pour tous les personnels d'orientation, de direction des établissements scolaires aussi. Et puis l'égalité, il faut l'apprendre aussi aux élèves, et ce, dès le plus jeune âge, dès la crèche. Moi, j'aime beaucoup l'expérimentation de la crèche Bourdarias à Saint-Ouen. Traiter les petits garçons et les petites filles de la même manière, leur apprendre à jouer avec les mêmes jeux. Un peu plus tard, au collège, au lycée, parler d'éducation à la sexualité, faire l'égalité dans les faits et pas simplement dans la loi. Merci. Je remercie, Madame la Ministre. Pour la réplique, Madame Françoise Laborde. Madame la ministre, je vous remercie. Et en effet, je n'avais pas parlé dans le temps qui m'était imparti de la petite enfance, mais je pense que nous sommes d'accord pour dire que le changement de mentalité ne sera possible que si la bonne éducation, j'entends par là celle qui permet de lutter contre les stéréotypes de genre, ne se fait au départ dans la famille, à la crèche, chez la nourrice, et bien sûr après l'école maternelle prend le relais. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Chantal Joanneau pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question s'inscrit dans les pas de mes prédécesseurs. Je remarque d'ailleurs qu'il n'y a que des femmes qui posent des questions et que nous constatons toutes que les inégalités persistent en matière d'égalité salariale, d'emploi précaire, d'accession à des postes de responsabilité dans les entreprises et de répartition des tâches. Et évidemment, comme l'a dit ma prédécesseure tout à l'heure, tout ceci repose sur un problème de stéréotypes inculqués dès le plus jeune âge. Et je voudrais revenir sur un sujet qui me tient à cœur, vous le savez, c'est celui de l'hypersexualisation des enfants. L'hypersexualisation des enfants renvoie à un problème, pas seulement les petites lolitas, qui pourraient apparaître comme un jeu qui n'est pas dangereux, mais plus lourdement à une question de société. Certes, il y a des problèmes individuels, psycho-affectifs qui peuvent se poser, mais surtout, ce n'est pas la peine demain de vouloir parler d'égalité salariale si nous ne faisons rien contre ces différents stéréotypes qui sont à l'école, qui sont surtout dans les jeux vidéo, dans les dessins animés, dans les clips vidéo, dans les magazines pour jeunes filles. Et nous avions fait des propositions extrêmement précises, d'ailleurs qu'on avait beaucoup discuté au sein de la délégation aux droits des femmes sur l'hypersexualisation, non pas comme sujet vraiment hypersexualisation, mais vraiment dans l'optique de lutter contre les inégalités qui s'inculquent dès le plus jeune âge. Donc j'aimerais savoir, Madame la Ministre, si vous comptez reprendre ces propositions, que ce soit celles qui viennent d'être évoquées sur la nécessité d'assexuer les livres scolaires et l'éducation dans son ensemble, de permettre une orientation plus équilibrée entre les garçons et les filles, mais aussi peut-être de mettre un terme aux excès que sont les concours de minimis, qui d'ailleurs n'existent pas au masculin. Je vous remercie. Merci. Vous avez la parole, Madame la Ministre, pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la sénatrice Joanneau. Je regardais le chronomètre parce que donc quand vous parlez moins longtemps, je récupère vos 2 minutes, alors, enfin vos 2 secondes. Bon, je vais plus vite. Donc, je sais que c'est un sujet en effet qui vous préoccupe et à raison, que cette question de l'hypersexualisation des petites filles. J'ai évidemment pris connaissance et je vous remercie de me l'avoir adressé du rapport que vous aviez remis à Madame Bachelot
sur cette question. La situation que vous dénoncez, c'est à la fois, si je devais résumer, celle de l'érotisation du corps des jeunes filles, mais c'est aussi, au fond, le fait pour ces jeunes filles d'adopter des comportements d'adultes sans repère et qui peuvent être évidemment dévastateurs dans leur éducation dans les années qui suivent. Dévastateurs d'ailleurs, cette hypersexualisation, aussi bien pour les petites filles que pour les petits garçons. Je pense que c'est important à souligner parce que des garçons aussi, on attend des choses qu'ils ont parfois du mal, des exigences qu'ils ont parfois du mal à remplir. On attend d'eux une certaine virilité, un certain nombre de clichés autour de la domination. Et quand ils ne sont pas cela, eh bien, ils en souffrent aussi et le malaise est là. Donc, vous avez dans votre rapport formulé un certain nombre de recommandations qui associent à la fois des mesures d'interdiction et puis des mesures d'information et de sensibilisation. Sachez que nous sommes en train d'expertiser juridiquement la question de l'interdiction. Donc, nous en reparlerons très prochainement avec vous et en particulier, en effet, de ces concours de beauté qui nous posent parfois des difficultés. Mais surtout, ce que dit votre rapport, au fond, c'est ce que nous disions à l'instant, c'est la nécessité pour ces enfants d'être éduqués à la sexualité, pour dire les choses de façon large, mais qu'entend-on par éducation à la sexualité? C'est en réalité éducation au respect, à l'égalité des sexes, à la dignité. Ce qui manque cruellement aujourd'hui à l'école, vous savez que la loi de 2001 l'imposait dans tous les établissements scolaires, elle n'est pas appliquée, il faudra le faire. Ce qui manque cruellement aujourd'hui aussi, ce sont des messages positifs sur ces sujets dans les médias, dans la publicité. J'ai relevé une chose, je terminerai par là, c'est que les agences de régulation, qu'il s'agisse du CSA, de la RPP ou de l'ARCEP, souvent vont regarder ce sujet à travers la lorgnette de la dignité et n'arrêteront les images que si elles estiment qu'elles portent atteinte à la dignité des femmes. Il faut désormais qu'elles les regardent sous la lorgnette du sexisme et de la véhiculation des stéréotypes. Et certaines images doivent être arrêtées simplement parce qu'elles véhiculent des stéréotypes, et notamment ceux de la domination masculine sur les corps des femmes, et pas parce qu'elles iraient jusqu'à porter atteinte à la dignité. Voilà un sujet sur lequel nous travaillons, mais nous pourrons en rediscuter ensemble. Madame Jouanneau pour la réplique. Je me dépêche. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, alors vous pouvez vous appuyer sur la charte qui avait été faite par Roselyne Bachelot, d'ailleurs, sur l'image des femmes dans les médias, qui visait à faire bouger l'ensemble des instances de régulation, ce qui n'est pas toujours très simple. Et vraiment, aujourd'hui, nous ne sommes pas touchés massivement en France par ce problème d'hypersexualisation, mais il n'y a aucune barrière qui résistera durablement à ces stratégies marketing. La Grande-Bretagne en a fait une priorité nationale, portée par le Premier ministre lui-même. Donc je pense que c'est notre responsabilité collective de ne pas enterrer ce sujet. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe de l'Union centriste républicaine. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, je souhaite profiter de cette séance pour mettre en lumière un autre problème, qui est celui de la faible représentation des femmes dans le secteur culturel, et notamment dans celui du spectacle vivant. En 2005, le ministre Don-Dieu de Vabres s'étonnait, il disait « Est-il normal que sur les 38 directeurs de centres dramatiques nationaux et régionaux, on ne compte que 3 femmes ?» Qu'en est-il aujourd'hui? Quelques chiffres pour illustrer mon propos. 4% des maisons d'opéra et 9% des centres dramatiques sont dirigés par des femmes. Elles occupent 18% des postes dirigeants de l'administration culturelle et seulement 5% des concerts sont dirigés par des femmes. On pourrait se demander si le talent ou le génie créateur serait seulement l'apanage des hommes. Selon le rapport de Rennes-Pratt publié en 2009 à la demande du ministère de la Culture, ces inégalités ont entre autres pour conséquence le gâchis de compétences ou des représentations artistiques qui véhiculent des stéréotypes. Quand j'étais adjointe à la culture de ma ville, la ville de Rouen, j'avais personnellement veillé qu'à compétences égales, les candidats sélectionnés pour les jurys au poste de direction soient tout autant des femmes que des hommes. Ainsi, je crois qu'il ne revient pas à l'État ou aux élus d'intervenir au niveau de l'acte artistique, mais bien de garantir un égal accès aux fonctions de décision et aux moyens de production et aux réseaux de diffusion. La résolution du Parlement européen de mars 2009 sur l'égalité de traitement et d'accès entre les hommes et les femmes dans les arts du spectacle, je cite, invite les États membres à envisager une première étape réaliste dans la lutte contre les inégalités dans les arts du spectacle, consistant à assurer la présence d'au moins un tiers de
personnes du sexe minoritaire dans toutes les branches du secteur. Madame la ministre, comment envisagez-vous de faire appliquer cette recommandation? Par ailleurs, en 2008, un projet d'assises nationale pour l'égalité dans les arts et la culture avait été avancé, ainsi qu'une charte pour l'égalité dans les arts et la culture. Je pense qu'il serait utile de les mettre en œuvre. Vous le savez, Madame la ministre, tout le secteur culturel s'est récemment mobilisé. Notre collègue Marie-Christine Bonlin, présidente de notre commission de la culture, le sait bien. Il est inadmissible que de telles inégalités persistent. Aussi, nous souhaitons connaître votre plan d'action en la matière. Merci, chers collègues. Madame la ministre, pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Morin-Desailly, décidément, cette séance de questions sera l'occasion de constater que les stéréotypes sont partout et que les inégalités sont partout, y compris dans un domaine, en effet, où on ne les attendait pas particulièrement, la culture, qu'on imaginait peut-être plus égalitaire, je ne sais pas, plus en phase avec son temps. Eh bien non, et parmi les chiffres que vous avez cités qui sont suffisamment parlants, j'ai envie moi aussi de rajouter celui qui me surprend toujours, à savoir que les spectacles qui sont mis en scène par des femmes généralement récoltent des subventions moins importantes que ceux qui sont mis en scène par des hommes, un peu comme si naturellement les femmes allaient réussir à faire des miracles avec moins de moyens. Donc bien sûr nous avons un souci et le souci est d'autant plus important que les chiffres n'ont pas évolué. C'est plus de 80% de directeurs d'institutions dans le domaine du spectacle vivant qui l'année dernière encore étaient des hommes. Comment est-ce qu'on va agir sur ce sujet ? Pendant tout ce mois de septembre, j'ai réuni mes collègues ministres dans des conférences de l'égalité où nous avons abordé politique sectorielle par politique sectorielle les moyens de faire mieux que ce que nous faisons en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Avec la ministre en charge de la culture, dont je tiens à souligner vraiment l'investissement sur ce sujet, nous avons d'ores et déjà établi une feuille de route. Je vous en donne un exemple parce qu'il m'est difficile de tout rendre public aujourd'hui, mais nous irons par exemple au-delà des obligations fixées par la loi pour réussir à atteindre sans délai les 50% de nominations de femmes parmi les dirigeants des établissements publics et les conseils d'administration, histoire d'accélérer la dynamique de rattrapage dans toute la sphère culturelle. Par ailleurs, vous aurez dans les cahiers des charges, les contrats d'objectifs, les conventions avec les institutions culturelles, systématiquement une exigence d'égalité qui sera fixée. Égalité dans les rémunérations, égalité dans les nominations au poste de direction, égalité dans la programmation aussi et le niveau de subvention. Voilà le type de mesures que nous pouvons prendre si nous voulons créer un choc véritable. Je vous remercie. Pour la réplique, Madame Catherine Morin-Desailly. Oui, Madame la ministre, je vous remercie de ces précisions. J'ai insisté sur le spectacle vivant aujourd'hui, mais j'aurais pu tout autant citer le secteur de l'audiovisuel. À cet égard, nous sommes satisfaits que ce soit une femme, Marie-Christine Saragosse, qui soit nommée à la tête de l'AEF. Sous la précédente mandature, nous avions eu la nomination de Véronique Kella à la présidence d'Arte. Pour autant, j'aurais aimé avoir votre assurance, puisque vous avez évoqué les médias en réponse à Madame Joanneau tout à l'heure, que nous aurons bien le maintien de cette commission qui travaille sur l'image des femmes présidée par Michel Reiser, suite au rapport aussi de Brigitte Grésy, qu'on ait bien le maintien de cette commission qui travaille de manière extrêmement précise en rassemblant l'ensemble du secteur des médias pour les sensibiliser à cette question. Je rappelle que notre Assemblée est très attentive à ce sujet, puisqu'en 2009, lors de la loi sur la télévision publique, j'étais rapporteure du projet, j'avais proposé qu'on introduise en préambule du texte le principe de l'égalité des genres, et nous sommes tous ici sur ces bancs très attentifs à ce que ça puisse se mettre réellement en œuvre. Je vous remercie. Madame Catherine Génisson, pour le groupe socialiste et apparenté, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Vous ne serez pas étonnée, Madame la Ministre, qu'en ce qui me concerne, je vous interroge aussi sur le sujet de l'égalité professionnelle. Ça a d'ailleurs été la priorité des questions présentées par mes différentes collègues, car le sujet reste extrêmement prégnant et extrêmement grave. En effet, nous constatons aujourd'hui encore à peu près 27% d'inégalités salariales, dont 9% sont vraiment de la pure discrimination, quand on sait que le sujet de l'embauche, le sujet de la mobilité, le sujet de la promotion, le sujet des conditions de travail, le sujet de la formation sont des sujets
qui sont mal résolues dans le monde de l'entreprise. Ce qui aboutit bien évidemment à ce qu'on appelle le plafond de verre ou le plancher collant, comme aiment le dire nos amis canadiens. Et dire que malheureusement, si cela existe dans le monde de l'entreprise, on fait le même constat dans les différentes fonctions publiques. Et si ce ne sont pas les inégalités salariales que l'on constate, ce sont des inégalités de revenus. Et le plafond de verre existe de la même façon. Et j'ai envie de dire que le constat est dramatiquement le même après plusieurs années. Après de nombreuses années, j'avais commis un rapport en 2000 et je crois que les chiffres sont quasiment les mêmes. Alors, bien évidemment, ça a été dit par beaucoup d'entre nous, le sujet doit être traité dans le monde du travail, mais il doit être traité aussi en amont. Et j'adhère totalement aux propos de ma collègue Madame Laborde sur le sujet de l'éducation nationale. Quand on sait que ce sont majoritairement des femmes qui sont des enseignantes, je crois que le sujet mérite d'être traité de l'école maternelle à l'enseignement supérieur. C'est également le sujet de l'articulation des temps de vie. Nous avons beaucoup parlé des descendants, parlons aussi des ascendants, parce que ce sont aussi les femmes qui gardent les grands-parents, les belles-mères, les beaux-pères. Et je voudrais dire à ce propos que quand on parle du sujet du congé parental qu'il convient bien évidemment de réformer, il faut savoir qu'on pourra le réformer sur le fond et le faire partager entre les hommes et les femmes que si on arrive à l'égalité salariale. Car force est constatée, quand il y a 30% de différence dans un revenu, le choix est vite fait. Je voudrais également bien évoquer, mais ça a été évoqué par d'autres, tous les stéréotypes qui existent, le monde de la publicité, les jeux, enfin tout ce que... Et concluez, chers collègues. Tout ça pour vous poser 3 questions, Madame la Ministre. La première, c'est de savoir rapidement si, dans les négociations sociales, le sujet de la féminisation, de la représentativité des hommes et des femmes est un sujet traité. Deuxièmement, de savoir si vous avez des mesures spécifiques pour accompagner les entreprises qui font des efforts substantiels sur des plans d'égalité, à la fois des mesures spécifiques individuelles ou des mesures plus globales. Et troisièmement, compte tenu du fait que ce sujet de l'inégalité professionnelle est un sujet très prégnant dans notre société, ne serait-il pas opportun d'avoir une loi cadre qui n'aboutirait pas forcément à des mesures législatives sur chacun des sujets, mais qui permettrait de faire prendre conscience à notre pays que ça reste un sujet excessivement prioritaire. Merci. Madame la ministre, s'il vous plaît. Madame Génisson, Madame la sénatrice qui connaissait parfaitement le sujet, que puis-je vous apprendre? Peut-être vous dire, non pas revenir sur le diagnostic, mais vous dire ce que nous avons conclu avec les partenaires sociaux au terme de la grande conférence sociale qui nous a un peu donné cette feuille de route que nous mettons en application aujourd'hui. Oui, dans la liste des faiblesses et des fragilités qui expliquent pourquoi, malgré la dizaine de lois que nous avons en faveur de l'égalité professionnelle, nous avons toujours cet écart de rémunération persistant aujourd'hui. Dans la liste donc des faiblesses, il en est une qui, en effet, peut-être est due à des organisations syndicales qui ont tellement de priorités à mettre en avant que l'égalité professionnelle n'est pas forcément toujours au-dessus de la liste de courses. Je vais le dire comme cela. Et donc, quand vous regardez le fonctionnement concret des choses au sein des entreprises, les instances représentatives du personnel ne mettent pas forcément ce sujet dans leurs priorités, n'interpellent pas forcément l'inspection du travail pour qu'elle vienne faire un contrôle comme c'est prévu dans le mécanisme légal actuel. Et donc, cela pose la question de la priorisation, la hiérarchisation des priorités, puis cela pose peut-être aussi la question de la représentativité de ces IRP et du fait que, là encore, l'équilibre entre les femmes et les hommes n'est pas toujours atteint. C'est un sujet dont discuteront aussi les partenaires sociaux dans la négociation que j'évoquais tout à l'heure qui a commencé le 21 septembre. Oui, vous avez raison de dire que avoir une sanction, si possible, effective au-dessus de la tête des entreprises, c'est important et j'en profite pour redire que nous allons changer le décret d'application de la loi pour que nous ayons un dispositif de contrôle du respect des obligations par les entreprises de plus de 50 salariés beaucoup plus effectif qu'il ne l'est aujourd'hui et que les sanctions tombent lorsqu'il le faut. Donc avoir un dispositif répressif, c'est important, mais en même temps, il faut accompagner les entreprises, et en particulier les PME, car l'égalité professionnelle ne se fait pas si simplement que cela. Et donc nous le faisons notamment dans 9 régions expérimentales que nous avons identifiées, dans lesquelles nous allons monter des opérations, comme par exemple celle qui consiste, comme nous l'avons fait, à réunir les 15 plus grandes entreprises qui sont le plus exemplaires en matière d'égalité professionnelle, et à leur demander de faire un travail spécifique avec leurs PME fournisseuses et sous-traitantes pour mettre à leur disposition à la fois l'expertise et les moyens et l'outillage qu'elles ont su adopter pour faire l'égalité en leur sein,
et dupliquer cette démarche vers l'égalité professionnelle dans ces PME avec lesquelles Je elles vous ont un lien remercie, étroit. madame. Voilà, c'était 2 exemples parmi d'autres. Bien. Madame Génisson, en un mot. Oui, merci Madame la Ministre de ces réponses. Je voudrais peut-être insister sur un sujet qui est le sujet de l'éducation nationale et peut-être, puisque nous imposons aux entreprises de produire des rapports de situation comparée pour traiter du sujet de l'égalité professionnelle, peut-être pourrions-nous demander que soient produits dans les conseils d'administration des rapports de situation comparée de l'orientation des filles et des garçons. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut 50-50 dans chacune des filières, mais ça permettrait peut-être de connaître exactement comment se font les orientations des filles et des garçons au cours de leur cursus éducatif. Merci. La parole est maintenant à Madame Catherine Procaccia pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La loi du 12 mars 2012 relative à la précarité dans la fonction publique consacre un volet spécifique à l'égalité professionnelle hommes-femmes. Elle est entrée en vigueur le 2 mai dernier. Et ce dispositif prévoit notamment la nomination graduelle jusqu'en 2018 de 40% de femmes aux postes dirigeants et supérieurs des 3 fonctions publiques, la fonction d'État, la fonction territoriale et la fonction hospitalière. Des pénalités financières sont aussi prévues qui pourraient atteindre 90 000 € par poste de femme qui n'aurait pas été attribué justement à une femme. Le 27 juin, un décret a renforcé ce volet législatif en procédant à la nomination d'un haut fonctionnaire auprès de chaque ministre qui est chargé de veiller au bon déroulement du processus paritaire de ces nominations. Ces mesures, Madame le ministre, traduisent une volonté comparable à celle du précédent gouvernement, imposer des femmes aux plus hautes sphères publiques qui sont actuellement majoritairement peuplées par des hommes. Elles ne représentent en effet que 21,4% des postes de direction, alors qu'elles sont plus de 54% de fonctionnaires. Mais cette volonté est-elle bien réelle? Depuis mai 2012, les nominations de hauts fonctionnaires ne vont pas dans ce sens. Je citerai 3 exemples frappants. Sur 31 nominations de préfets, 28 hommes, 3 femmes. Sur 6 nominations de recteurs d'académie, 4 hommes, 2 femmes. Et enfin, au sein du réseau diplomatique, une seule femme accréditée ambassadeur contre 8 hommes. Madame la ministre, vous avez évoqué votre intention de dresser un premier bilan de ce dispositif à la fin de 2012. Je ne doute pas de votre volonté. Mais suite à ces premières nominations, je souhaite vous interroger sur ce décalage entre les mesures législatives et réglementaires et même votre volonté. Comment envisagez-vous de rétablir l'équilibre entre ces nominations et en avez-vous les moyens? Madame la ministre. Monsieur le Président, merci. Madame la sénatrice Procaccia. C'est une question importante. Pardon, je vous revoyais plus. C'est une question importante s'il en est que vous posez, puisque partons d'un principe simple, l'État n'arrivera pas à émettre le moindre jugement sur ce qui se passe dans le secteur privé s'il n'est pas exemplaire en son sein. Je pense que nous serons d'accord sur ce sujet. Et vous voyez, quelles que soient les couleurs politiques auxquelles nous appartenons, j'estime que la loi Sauvadet est une très bonne chose. Voilà. Donc il faut l'appliquer. Nous nous sommes engagés non seulement à l'appliquer, mais à en accélérer l'application. Puisque, comme vous l'avez rappelé, il y avait plusieurs caps et que nous devions normalement, au terme de cette loi, atteindre les 40% seulement à partir de 2018, 40% de femmes. Eh bien, le Premier ministre a souhaité mobiliser l'ensemble du gouvernement sur ce sujet. Je vous renvoie à une circulaire qu'il a adressée à ses ministres le 23 août dernier, dans laquelle il souhaite que l'État soit exemplaire sur les nominations aux emplois dirigeants et supérieurs et que l'objectif minimal fixé par la loi soit atteint avant le terme de la mandature. Donc ça signifie qu'il va falloir que la parité progresse vite. Je ne vais pas m'amuser à vous dire que c'est chose facile. Mes interventions sont régulières, notamment s'agissant des nominations au Conseil des ministres, pour demander à ce que peut-être l'accélération soit plus rapide. Mais vous savez aussi bien que moi
combien les choses sont rendues compliquées par l'absence de ce fameux vivier. C'est ce qu'on vous rétorque dans chaque administration. C'est pas faux non plus. C'est-à-dire que, certes, il faut donner des coups de pouce particuliers pour remplir les objectifs, mais en même temps, il faut penser à l'avenir et constituer un vivier de jeunes femmes repérées comme étant particulièrement prometteuses et faire en sorte qu'elles puissent monter en grade jusqu'à être au niveau N-1 qui permettent ensuite de les voir nommées. En tout cas, sachez une chose, c'est que nous avons décidé d'être très transparents sur ces questions-là, puisque un suivi de ces nominations sera réalisé chaque semestre. Un bilan annuel sera présenté en Conseil des ministres à la fin de chaque année civile. Il sera rendu public sur le site du gouvernement. Et donc, vous pourrez voir que notre intention n'est sans doute pas qu'il y ait simplement davantage de femmes chefs de bureau, mais qu'il y ait bien davantage de femmes au poste de cadre dirigeant. Merci. Merci. Madame Procaccia, en réplique. Madame la ministre, vous parlez d'un vivier. Faut-il avoir un vivier? Mais c'est un discours que l'on entend en politique. Et nous, les femmes politiques ici présentes, on sait bien que quel que soit le parti politique, on nous répond toujours « Ah ben oui, mais il n'y a pas de femmes compétentes ». Je ne le crois pas. Il y a autant de femmes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur dans l'administration qu'il y a des hommes. N'empêche qu'on nomme des hommes. Repérer, vous me dites oui, mais repérer par qui? Repérés par ceux qui sont déjà à la tête et qui sont des hommes. Je crois que là-dessus, il faudrait faire un effort et que ce repérage des futures potentialités ne soit pas effectué que par les hommes qui sont déjà en fonction. Sinon, malgré les bonnes volontés, les choses n'avanceront pas. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Colette Mélot pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question portera sur le rôle de l'école dans les choix d'orientation professionnelle des filles. Même si nous l'avons déjà abordé, je voudrais en dire quelques mots. En effet, on constate que si les jeunes filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons jusqu'au baccalauréat, elles sont ensuite moins nombreuses à s'engager dans des filières sélectives, telles que les classes préparatoires par exemple, ou dans des études supérieures scientifiques. Ainsi, les filles représentent moins de 30% des effectifs de l'École nationale d'administration, l'ENA, et 13,6% des élèves de l'École polytechnique. Les formations scientifiques, quant à elles, ne comptent que 25% de femmes. Certes, nous constatons dès le plus jeune âge que l'engouement des filles pour certains métiers diffère de ceux des garçons. Mais de tels chiffres s'expliquent surtout par des facteurs sociaux. On doit admettre qu'il y a des modèles et qu'il y a une culture familiale qui font que les jeunes s'orientent vers des carrières différentes. L'école a un rôle important à jouer pour lutter contre cela. Tout d'abord, les manuels scolaires, on en a déjà parlé, doivent être un outil de transmission d'une culture de l'égalité, car c'est dès le plus jeune âge qu'il faut combattre les idées reçues. Or, trop souvent, les manuels renforcent les stéréotypes, montrent les femmes uniquement dans la sphère familiale ou cantonnées à certains métiers. Il faudrait sensibiliser davantage les enseignants à ces questions au cours de leur formation initiale. Et de même, les conseillers d'orientation dans les collèges ou lycées devraient encourager davantage les filles à se renseigner sur les professions considérées traditionnellement comme masculines et sur l'ensemble des filières du supérieur. C'est à la source que nous combattrons le mieux l'inégalité professionnelle persistant dans notre société. Puisque le gouvernement a déclaré engager une réforme d'ampleur de l'école, pourriez-vous nous dire, Madame la Ministre, ce que vous envisagez de faire à ce sujet, ou en tout cas le confirmer tel que vous l'avez déjà exprimé précédemment? Madame la Ministre, c'est à vous. Merci Madame la sénatrice. Permettez-moi de prendre une seconde pour compléter ma réponse précédente, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus sur la notion de vivier. Je n'aime pas non plus qu'on se réfugie derrière cette expression pour ne rien faire. Quand on parle de vivier, on parle d'une chose précise. C'est que le moment où se constituent les viviers de celles ou ceux qui vont pouvoir accéder à des postes de haute responsabilité, c'est généralement dans une carrière professionnelle entre 30 et 40 ans. Entre 30 et 40 ans, c'est précisément le moment où les femmes, généralement pour congé maternité, etc., pour vie familiale, vont être moins présentes que les hommes dans ces promotions. Et donc, se poser la question du vivier, c'est faire en sorte, par exemple, de revoir les règles de promotion en fonction des postes. Par exemple, on sait que pour devenir préfet, il faut avoir rempli telle et telle exigence, avoir eu des postes d'encadrement, etc. Est-ce que toutes ces règles, ce processus
n'est pas nuisible d'une certaine façon, ne lèse pas les femmes qui, on le sait bien, entre 30 et 40 ans, se sont peut-être un peu plus absentées que les hommes. Je ne m'attarderai pas plus que cela. Je vais répondre à votre question, Madame la sénatrice. Merci de me l'avoir posée. En vous disant une chose simple, c'est que finalement, prendre le sujet de l'égalité et de la lutte contre les stéréotypes par l'éducation nationale, c'est sans doute la meilleure façon d'arriver à le poser de façon globale. J'évoquais tout à l'heure la formation indispensable des enseignants. Je n'ai pas assez insisté, permettez-moi de le faire, sur la question des personnels d'orientation, car beaucoup d'entre vous ont évoqué l'inégale répartition des filles et des garçons dans les filières de métiers. Bien sûr, mais n'y a-t-il pas à la fois une forme d'autocensure dans les familles quant aux perspectives professionnelles des filles et aussi peut-être dans les professionnels de l'orientation un manque de discours qui viennent contrecarrer cette autocensure? Et puis, il y a la question, au-delà de la formation des professionnels et de la formation à l'égalité des enfants, il y a la question de tous ces outils que les enfants ont en leur possession, à savoir notamment les manuels scolaires ou encore les jeux ludiques au plus jeune âge. Les manuels scolaires sont un vrai sujet. On voit bien que, au fond, un certain nombre de clichés sont véhiculés par ces manuels. Alors, l'État n'écrit pas les manuels scolaires, c'est de la responsabilité des éditeurs que le contenu de ces manuels, mais on sait qu'on peut engager, et nous y sommes engagés en tout cas avec Vincent Payon, engager une démarche positive avec les éditeurs de manuels pour leur faire prendre conscience des difficultés qu'ils confortent avec des images et des stéréotypes et revenir peut-être un peu en arrière. Merci. Bien. Pour la réplique, Madame Colette Mélot. Merci, Monsieur le Président. Bien, je voudrais vous remercier, Madame la Ministre, pour cette réponse qui complétait donc les différentes propositions que vous aviez déjà faites. En tout cas, oui, je crois qu'il va falloir insister sur l'orientation pour pouvoir présenter aux filles tout le panel de possibilités dont elles disposent. Et elles ne pensent certainement pas à certaines orientations qu'il faut leur montrer. Et il faut surtout leur montrer qu'elles sont capables de s'orienter dans différentes carrières. Voilà, je vous remercie. Bien. Je voudrais vous remercier, mes chers collègues. C'est la fin de cette séance de questions cribles thématiques consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes. Si vous souhaitez la revoir, elle est disponible en VOD sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne fin de journée à tous.